Espace TV. Le 19h45 pour comprendre l'actualité. Merci d'être des nôtres. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, des dégâts au Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Ils ont été causés par les premières pluies. Des œuvres d'art venues de différents pays d'Afrique ont été endommagées. Les exposants déplorent l'endroit et le moment choisi ainsi que l'indifférence de l'État. Et puis, des quartiers de Conakry connaissent ces derniers temps des coupures intempestives du courant électrique, des perturbations dues à une panne, a confié ce mercredi l'électricité de Guinée lors d'une conférence de presse. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue à tous. Les premières pluies n'ont pas épargné pour la première édition du SICTA, Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Les 2 jours de pluie ont fortement impacté des œuvres d'art venues de plusieurs pays d'Afrique. Les exposants déplorent le moment et l'endroit choisis pour la tenue de la première édition du SICTA. Pas seulement, ils regrettent également l'indifférence du gouvernement guinéen face aux dégâts enregistrés. Ali Badara Kamara et Yacouba Traoré. Quelques jours seulement après le lancement du Salon de la culture qui reçoit 17 pays d'Afrique à travers l'exposition des œuvres artistiques. Ce premier rendez-vous international enregistre déjà les dégâts des premières pluies. Les panneaux d'accueil à même le sol, décrochés par un vent violent. Sur l'esplanade du Palais du Peuple, l'eau trouve refuge dans les stands. Les œuvres d'art exposées complètement mouillées. Franchement, l'État n'a qu'à essayer de voir, de rembourser quelques commerçants, c'est extrêmement important. Sinon, franchement, cette année, les gens qui ont organisé cet événement, ils ont passé complètement à côté. Les dégâts n'ont pas épargné le stand de Fatmata Doumbouya. Dans son stand, les textiles riches et variés de la culture guinéenne ont aussi payé les frais. Hier, vous avez constaté sur le terrain, nous étions en train de sécher nos habits. Et nous sommes dans le textile. Le textile, tout le monde sait ce que c'est que le textile indigo. Alors, complètement fait, quand ça se trempe dans l'eau, on sait ce que c'est que les conséquences. Ce tradit praticien béninois dit avoir perdu des produits contre les infections. Les pertes estimées à une valeur de 13 millions de francs CFA. Il regrette le silence des organisateurs. Des infections qui échappent même à la médecine moderne. Et nous les traitons, même des plaies incurables. Nous les traitons avec nos produits. Et l'eau a ravagé tous ces produits-là. Et même des produits qui sont avec nous et qui ne doivent pas être touchés par l'eau, tout est gâté. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a même pas une commission qui s'intéresse à nous, qui demande même ce qui se passe avec nous. Et nous sommes dans le vide comme ça. Cette première édition du Salon international de la culture, du tourisme et de l'artisanat prendra fin ce 21 mai. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres pluies les jours à venir. Autre sujet dans cette édition, Amadou Ouri Bari, porte-parole du réseau des importateurs de médicaments, a été arrêté par la gendarmerie Médicrime ce mercredi alors qu'il sortait d'une émission sur Espace, une interpellation en lien avec la grève des distributeurs non agréés des produits pharmaceutiques. Vous le savez, les nouvelles autorités ont il y a quelques jours engagé une lutte contre les vendeurs clandestins des produits pharmaceutiques. Mohamed Valektouré. L'État a donné des documents administratifs à des personnes. Au nom de ce document, dont ce monsieur-là détient. Donc vous soulouez. Mais si. Invité pour parler de la problématique liée à la vente de médicaments au marché de Madina, Amadou Ouri Bari a été arrêté manu militari par des agents de la gendarmerie après son passage dans l'émission Les GG et conduit à une destination pour le moment inconnue. Amadou Ouri Bari est de l'association des commerçants, entrepreneurs, marchands, importateurs de produits pharmaceutiques. Comment nous allons importer ces produits? Oui. C'est la raison pour laquelle ces conteneurs sont bloqués.
après avoir réduit tellement ces sociétés importatrices, c'est ce qui nous a coûté aujourd'hui cette perte qui est en train de passer sur notre tête. Selon certaines sources, seulement 10 grossistes sont agréés par l'État guinéen pour importer des médicaments. Une problématique au cœur des débats en Guinée. Déjà, il y a quelques jours, les importateurs et vendeurs de produits pharmaceutiques dans l'informel ont exprimé leur mécontentement à travers une manifestation au grand marché Madina. Quant à l'importateur, il lui est reproché d'être dans l'inégalité. Il y avait 145 sociétés. Ces sociétés ont été écrasées. Ça reste aujourd'hui 10. Ceci, on dit à l'État, ils sont capables de couvrir le pays en matière de produits pharmaceutiques. Force est de reconnaître, l'État le dit clairement, n'envoie pas à Madina alors pour vendre. Et pourtant, quand il l'envoie, obligatoire sauf à Madina. Ces pharmaciens soi-disant agréés n'acceptent pas d'aller à l'intérieur du pays. Ils restent tous à Conakry. Il dit que nous ne les empêchons d'avoir beaucoup d'intérêts. Il y a quelques jours, les nouvelles autorités ont engagé une lutte contre les vendeurs clandestins des produits pharmaceutiques. Le réseau des importateurs de médicaments proteste contre cette politique de la junte. Depuis quelques jours d'ailleurs, ils s'obstinent de toute vente à travers le pays. Et nous partons à l'intérieur du pays. Les femmes de Casseniar, dans la préfecture de Koya, souffrent le martyre à cause du manque de marché dans leur localité. Les autorités locales ont promis la construction des marchés qui tardent à être réalisés. Pendant ce temps, certaines d'entre elles sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour se trouver des médicaments, des condiments plutôt de cuisine. Elles souhaitent l'implication de l'État pour la construction des marchés de proximité à Casseniar. André Mossimilimono et Yakuba Traoré de retour de Cassenia. Cette localité de plus de 10 000 habitants ne dispose d'aucun marché depuis plusieurs années. Pour s'approvisionner en condiments, les femmes partent à Sanoya, située à plusieurs kilomètres d'ici. Une situation qu'elles jugent insoutenable. Pour aller à 36, on paye 15 000 francs le transport. Le retour également la même chose. On ne peut pas continuer à vivre cette situation sans qu'on ait un marché de proximité ici. Après plusieurs tracasseries, les autorités locales leur octroient cet espace en leur promettant la construction de marchés dignes de nom, chose qui tarde à être réalisée. Quelques étalagistes y viennent néanmoins vendre leurs condiments dans des conditions assez pénibles. La pluie et le soleil nous fatiguent ici. Toutes nos marchandises sont couvertes à cause de la pluie. Avoir un marché, c'est ce qu'elles sollicitent auprès des autorités. Ils nous aident au moins à avoir un hangar ici afin qu'on soit à l'abri de la pluie. Nous avons trop souffert. Des agrégats de construction sont visibles sur le site. Est-ce une lueur d'espoir pour ces femmes? Elles nous font savoir que seul le début des travaux de construction pourra leur donner de l'assurance. Le Conseil national de la transition a examiné et adopté la loi d'autorisation de ratification de l'accord cadre entre la Guinée et la Banque islamique de développement. Cet accord est relatif à la construction de la route Labé Mali-Yembérin, distante de 107 km. Le montant de l'accord est de 159 560 000 €. Le délai d'exécution des travaux est de 4 ans. Mamadou Kalisso, compte rendu. La baie Mali-Yembérin, 107 km, est un axe important pour l'économie nationale. Il couvre une zone agro-pastorale, des sites miniers, notamment le calcaire de l'Ebekere. Sa construction permettra aussi de conquérir le marché sous-régional, soutient le ministre des Infrastructures et des Transports. Cela rentre dans le cadre de la refondation pour faire en sorte qu'on crée une densité économique au niveau de toutes les régions naturelles de la Guinée. Et le projet de l'Abbé Mali rentre dans le cadre également du renforcement du commerce transfrontalier, du commerce régional, qui est un élément de croissance, de développement. C'est une route qui répond aux normes régionales qui sera réalisée. 7 mètres de chaussée, 1,50 m d'accotement de part et d'autre, plus les ouvrages d'art et d'assainissement. Des postes de paysage seront installés pour limiter les surcharges, indique le ministre. Du côté finances, 159 560 000 € pour une route de 107 km. N'est-ce pas exorbitant? Le ministre de l'économie et des finances répond. Prenez la calculette, divisez 159 par 107,
vous serez à une moyenne qui va tourner autour de 1,3 million la route. Et vous verrez en comparaison internationale qu'il y en a, comme en Côte d'Ivoire, où on est à 1,8 million. S'il n'y a pas du tout de cours d'eau, et s'il y a beaucoup de cours d'eau, le nombre de ponts à construire n'étant pas les mêmes, le coût n'est pas le même. Mais pour cette route, nous sommes dans les moyennes qui sont habituelles sur de tels types de routes. L'accord cadre a été signé le 3 avril 2022. Le délai d'exécution des travaux est de 4 ans. Un compte rendu de Mamadou Kalisso, je vous l'annonçais à l'entame, dès les stages à Conakry, les responsables de l'électricité de Guinée étaient face aux hommes des médias ce mercredi à Conakry. Ils ont passé au crible toutes les questions liées aux perturbations, mais aussi les dispositions en cours afin de répondre aux besoins des populations. Plus d'explications avec Aminata Massiri Bangoura et Aliouba. De nombreux quartiers de la capitale sont confrontés à des coupures intempestives, chose qui commence à irriter la colère des citoyens qui d'ailleurs ne le cachent plus. Préoccupé par cette situation, le directeur général de la société en charge de l'électricité de Guinée a évoqué ce mercredi les véritables raisons de ces perturbations. Les mises à la terre sont maillées, c'est-à-dire sont interconnectées. Donc si tu mets un pylône à la terre à Conakry, donc tu verras que ça aura un impact même jusqu'à la baie. Donc c'est ce qui est arrivé. Mais c'est à cause du vent qui a décroché un de nos câbles, c'est ce qui a amené cette grande coupure. Par ailleurs, le directeur général de l'électricité de Guinée annonce que les mêmes effets pourraient se reproduire en septembre à cause des orages. C'est pourquoi des travaux sont déjà lancés en vue de limiter ces perturbations intempestives. À Kinshasa, par exemple, on a mis un nouveau poste pour décharger un peu Matoto. Et à Symphonia Casse aussi, on est en pleine construction d'un nouveau poste qui va nous permettre aussi de prendre toute la grande banlieue. Sanoya aussi, on est en construction d'un nouveau poste. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de mettre de l'accent sur la maintenance des équipements. D'ici 2023, l'électricité de Guinée devrait tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins de la population avec ses propres moyens pour éviter que l'entreprise subisse des pertes. Il faut libérer certains privés, c'est-à-dire notamment le bateau, qui nous coûte énormément cher. Donc, ce que nous on fait, on repart nos propres machines pour répondre à la demande. Mais entre-temps, Cap Powership continue à produire. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque aujourd'hui de le déconnecter pour dire non qu'à partir, alors qu'on n'est pas prêt pour répondre à la demande. Le DG invite également la population à payer les factures pour permettre à EDG de survivre. Le secteur minier guinéen a été touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Plusieurs acteurs miniers ont dû abandonner le secteur pour d'autres activités. L'exploitation minière artisanale, par exemple, a particulièrement été impactée. Après avoir mené une étude dans ce sens, des acteurs de la société civile ont organisé un plaidoyer auprès de l'État pour la prise en compte des préoccupations de ces acteurs miniers artisanaux impactés par le Covid-19 en Guinée. André Mossimilimono et Yacouba Traoré pour les détails. Comment accompagner l'État à agir en faveur des acteurs du secteur minier artisanal fortement touchés par la pandémie du Covid-19? Action Mine Guinée, après avoir réalisé une étude dans ce sens, compte pousser les dirigeants guinéens à soutenir les femmes évoluant dans des activités minières artisanales. Les zones minières de Kouroussa, Mandiana et Massanta ont été particulièrement touchées. C'est attirer les décideurs, surtout pour continuer à accompagner ces femmes dans des structures vulnérables, je dirais, parce que ces femmes évoluent dans des activités minières artisanales. Il faudrait que l'État les accompagne, que l'État accepte de mener des recherches géologiques pour pouvoir les aider à mener à bien leur activité professionnelle. Plusieurs femmes exerçant les activités minières artisanales ont été accompagnées par ces acteurs de la société civile. Des femmes qui ont exprimé leur satisfaction et ont aussi demandé l'appui de l'État. À cause de cette maladie, on nous a défendu d'aller dans les mines. Nous avons souffert puisque nos activités se sont arrêtées. Ces gens nous ont aidés à entreprendre d'autres activités. Nous demandons également l'accompagnement de l'État.
Pour ce consultant des questions minières, il est urgent et impératif que l'État prenne en compte les recommandations de ce projet afin que les conditions de vie de ces femmes soient améliorées. Cependant, cette production, il faut l'encourager, mais il faudra trouver les voies et moyens d'accompagner tous les acteurs afin que cela soit une véritable source de développement pour les acteurs socio-économiques impliqués dans cette activité. D'autres villes minières sont aussi visées par Action Mine Guinée afin de faciliter l'accompagnement de tous les acteurs concernés par les activités minières artisanales. Et puis, on vous l'annonçait dans une de nos précédentes éditions, Sakoba Keïta, président de la Fédération guinéenne de basketball, est accusé de détournement de fonds et trafic de visas par le camp de Maître Tafsir, qui revendique aussi la gestion du basketball guinéen. Ce mercredi, les accusés ont animé une conférence de presse pour faire valoir leur droit de réponse. Ils refutent ces allégations et annoncent une plainte. Moustapha Touré, Mamadou Boiba et Aboubakar Din Kamara pour les précisions. Les partenaires de la fédération ont bien donné des fonds, mais cet argent a été utilisé dans la rénovation et l'entretien des infrastructures, le financement des sorties des équipes nationales. Quand tu as une équipe qui fait 11 voyages, et le basket c'est 25 personnes dans la délégation, et nos billets sont achetés last minute, c'est-à-dire, pour encore vous dire, le Slack voyage demain 19, il y a 4 personnes qui n'ont pas de billet d'avion. Sur mon téléphone, là, je peux vous montrer, en train de négocier avec des agences qui vont faire des propositions qu'on va les soumettre. Ils ne pourront pas payer des billets à 27 millions, des billets à 37 millions et des contrats avec les managers à payer. En ce qui concerne les accusations portant sur la vente des visas destinés à des arbitres et autres cadres de la fédération, Sakoba et son équipe parlent de diffamation et se réservent le droit de porter plainte. Et ça, je suis curieux, même moi, j'aimerais bien qu'on porte plainte pour ce point de visa parce qu'il est totalement important qu'on démantèle ce réseau. Et voilà, donc là, et on va même porter plainte parce que c'est des accusations très graves. Même si elle est contestée, la Fédération guinéenne de basketball, dirigée par Sakoba Keïta, soutient qu'elle a un bilan très positif à son actif. Pour vous rappeler encore, nous sommes 3e mondial en matière de Skill Challenge. Nous sommes la 2e plus grosse progression mondiale en 2021 après le Cap-Vert. Nous sommes la première progression mondiale, je le dis haut et fort, première production mondiale devant des pays comme la Belgique et l'Hollande et chez les U18. Donc vous dire, et aussi, plus loin, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a un entraîneur expatrié serbe qui était l'ancien coach de l'équipe nationale d'Égypte. Le basketball guinéen traverse une crise depuis quelque temps. Deux camps revendiquent la gestion de l'association et les médiations engagées n'ont pas encore porté fruit. Un reportage de Moustapha Touré qui met fin à ce journal. Merci à vous pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h. Portez-vous bien et très bonne soirée sur Espace TV.